Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, l'Hebdo de la médiation 2022. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de la médiation. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission l'Hebdo de la médiation. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, l'Hebdo de la médiation. Merci de couper vos micros et d'utiliser l'onglet Discussion pour poser vos questions. Bonne émission. Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à nos invités fidèles à son rendez-vous qui sont déjà sur le plateau. Et puis, bonjour également à celles et ceux qui vont nous rejoindre sur le replay. Bienvenue dans cette émission de l'Hebdo de la médiation numéro 13 avec cette thématique « Penser ou réfléchir ». Alors, vous allez voir que cette émission est dans la continuité de celle de la semaine dernière, émission qui a été animée par Jean-Bruno Chantraine sur le changement et dans laquelle Jean-Louis Lascaux concluait en disant « Pour pouvoir imaginer qu'on puisse réfléchir, il faut déjà en avoir eu l'expérience et beaucoup de personnes ont l'expérience de penser, mais pas de réfléchir. » Voilà, ça nous met dans le contexte. Alors, plus qu'une émission, pour moi, en fait, ça va être une consultation parce que je me suis entourée de 2 experts en ingénierie relationnelle qui vont m'expliquer, qui vont nous expliquer ce qui se joue dans cette thématique. Parce que penser ou réfléchir, ce sont 2 termes, 2 verbes qui pourraient être synonymes, mais vous le savez, dans la communication, tout est dans la nuance. Et s'il y a 2 mots, c'est qu'il y a une clarification à faire pour être précis. Je pourrais dire, par exemple, tiens, il faut que je pense à envoyer un mail pour la prochaine réunion, mais avant, il va falloir que je réfléchisse à l'ordre du jour. Ou peut-être pour coller à l'actualité, il va falloir que je regarde quelles sont les dates des prochaines élections et il va falloir aussi que je réfléchisse de savoir si je vais aller voter ou pas. Donc, il y a bien là 2 notions proches et pourtant différentes qui se côtoient. Et pour en saisir toute la subtilité, j'ai proposé à Jésus Rubio, qui est déjà intervenu sur cette thématique lors du symposium, dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne médiateur.tv, intitulée « Le doute ». Donc, merci à toi, Jésus, d'être là. Et puis, évidemment, j'ai proposé à Jean-Louis Lascaux d'intervenir sur ce sujet, puisque c'est toi, Jean-Louis, qui a développé cette réflexion dans l'ingénierie relationnelle. Donc, merci à tous les 2 d'être là. Mais avant de vous laisser la parole, Jean-Louis et Jésus, je dois vous dire quand même quelque chose qui va vous permettre peut-être de m'aider. Parce que lorsque j'ai vu que cette thématique tombait sur mon agenda personnel, je me suis dit, waouh, là, il va peut-être falloir réfléchir un peu. Donc, j'aurais pu commencer de façon un peu attendue cette émission et puis vous proposer une étymologie de chacun des termes. Parce qu'en effet, je pourrais vous dire que penser vient du latin pensare, dans le sens de peser, d'apprécier, d'évaluer, et réfléchir vient de reflectere, dans le sens de penser mûrement. Donc, même si la nature là commence un petit peu à se préciser, évidemment, on ne peut pas s'en contenter. Alors, pour vous dire, j'y ai pensé régulièrement à cette thématique. Comme je vous l'ai dit, elle a surgi dans mon agenda sans crier gare, et je dois vous dire qu'elle a créé un peu des mois en mois. Donc, je l'ai laissé vagabonder dans ma tête. J'attendais comme souvent que la bonne idée de présentation surgisse, et puis ne voyant rien venir, je repoussais l'échéance, et puis j'y revenais sans plus de succès. Parfois, quand même, il y avait quelques pensées qui commençaient à s'enchaîner, et je me disais, tiens, peut-être que je suis dans le bon fil de pensée, mais bon, ce n'était pas ça parce que ça n'aboutissait pas. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais un doute sur la pertinence de l'enchaînement que je pouvais proposer, un déroulé qui peut-être ne serait pas très fluide, et puis un doute aussi sur ma capacité à mobiliser suffisamment de connaissances sur cette thématique, comme ça, de façon spontanée. Donc, je voyais bien que ça voulait dire que je ne pouvais pas me contenter de rester sur mes acquis. C'était une nouvelle situation qui me mettait du doute, et donc il me fallait enclencher autre chose, un autre mécanisme, peut-être plus élaboré que la simple pensée. Et puisque je n'avais pas de résultat probant, voilà. Donc, il fallait que je sorte de ce doute qui me créait des émotions pas très agréables, et donc il fallait que je réfléchisse. Alors, je ne vais pas là vous faire un inventaire de mes différentes réflexions, puisque
vous envoyez l'issue sur ce plateau avec la présence de Jésus et Jean-Louis. Et c'est là où je me tourne vers toi, Jésus. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une information inattendue m'arrive, ça crée un branle-bas de combat dans ma tête et même dans tout mon être. Jésus, tu pourrais peut-être nous dire ce qui s'est passé et puis expliquer ce passage de la pensée à la réflexion. Alors l'expliquer, on va parler ensemble, on va réfléchir à la manière d'organiser ses pensées, effectivement, et contribuer à cette réflexion collective. Bien volontiers, je te remercie, Annie. Mais peut-être d'abord commencer par dire que nous parlons avec des mots qui sont penser et réfléchir. Il y a aussi cogitation, il y a aussi, Jean-Louis nous le disait un petit peu avant de commencer l'émission, il y a beaucoup de mots qui se rapprochent à cette activité cérébrale qui a pour particularité de nous permettre finalement de nous mettre en phase avec le monde, mais de mettre le monde à l'intérieur de nous-mêmes en fait, et ensuite donc de nous permettre de nous redéployer, ce qui nous fait penser à un certain nombre d'éléments du SHE. Mais aujourd'hui, on parle de pensée et de réflexion, et c'est vrai qu'on a tendance à considérer que la pensée, c'est une espèce de réflexion moins intense et qu'une réflexion, c'est une espèce de pensée plus ordonnée. Je ne suis pas sûr que ce soit là autre chose qu'un effet très conjoncturel de mode et de modernité, parce qu'il y a aussi eu des gens qui étaient des penseurs, et les penseurs sont des gens qui réfléchissaient beaucoup et qui faisaient de la complexité et de la puissance de leur pensée finalement leur métier et qui apportaient à certaines époques. Aujourd'hui, on parle moins de penseurs, ça fait un petit peu rétro. Donc, je pense que ces gradations, elles sont forcément toujours un peu conjoncturelles. Alors, cela étant, ce qui semble tout à fait évident, et moi je vais plutôt parler du point de vue de notre discipline, de la médiation professionnelle, sans prétention, mais telle que nous sommes amenés à la pratiquer, telle que moi-même je la pratique auprès des personnes qui me sollicitent pour les accompagner dans ces difficultés relationnelles lorsqu'elles apparaissent ou lorsqu'elles semblent être sur le point d'apparaître. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a une capacité de la personne humaine, et pas seulement, mais en tout cas très fortement de la personne humaine, à appréhender le monde à l'intérieur d'elle-même. Et ça, il y a au moins deux manières de le faire. Il y a une manière qui est qu'on va laisser ces considérations intérieures sur l'analyse. Voilà, je vois un certain nombre de choses par la fenêtre, je vois des arbres, je vois un ciel gris, et je laisse mes pensées aller à ça, et elles vont aller de point en point. Je citais dans la vidéo dont tu parles au dernier symposium, un très très joli passage des nouvelles d'Edgar Poe où il montre deux personnages qui se taisent, et l'un, alors ils se taisent pendant un quart d'heure, ils cheminent ensemble dans Paris pendant un quart d'heure sans rien se dire. Et au bout d'un quart d'heure, l'un dit à l'autre, c'est un ami d'Edgar Poe qui dit à Edgar Poe, il lui répond quelque chose qu'il était en train de penser. Alors il dit, mais comment vous faites pour… Et donc en fait, il dit, je vous ai observé et j'ai imaginé le cheminement que pouvait suivre votre pensée de loin en loin, quoi, comme ça par système d'approche. Donc on va avoir un phénomène qui va consister à appréhender le monde à l'intérieur de soi, d'une manière qui n'est pas forcément très organisée, très méthodologique, très systématisée. Et on va laisser les choses venir à travers notre réception. Mais à certains moments, il se passe effectivement ce que tu disais, Annie, c'est qu'on va recevoir une information qui, elle détonne avec tout. Parce que cette information, nous ne la connaissons pas. Il n'y a pas de référence à l'intérieur de nous à cette information. Elle ne ressemble à rien, cette information. Elle est à peine croyable. D'ailleurs, peut-être même qu'on ne peut pas la croire. Et puis, elle est difficile à comprendre, elle n'est pas logique, elle n'est pas structurée, elle ne semble pas organisée. Et à ce moment-là, quand je vais recevoir ça, ma pensée va se mettre à utiliser un certain nombre de moyens qui sont à sa disposition, qui tiennent à la conscience, Jean-Louis en parlera, mais qui relèvent de la méthodologie, qui relèvent de la systématisation, etc., etc. Alors, notons bien qu'au départ, ce qui me fait mettre ma pensée en action et la transformer en ce que moi je vais appeler ici et maintenant une réflexion organisée, structurée, c'est quand même une incompréhension, c'est un choc, c'est quelque chose qui me fait douter. Qu'est-ce que ce truc? D'où ça vient? Vous voyez? Et alors, on va douter, et
notamment avec un doute qui est un doute qui provoque en nous une inquiétude, une désorientation, une interpellation, peut-être une curiosité au positif, une envie d'aller voir un petit peu plus loin. Mais en tout cas, quelque chose qui va nous émouvoir, qui va provoquer une émotion. Et alors, c'est toujours ça, hein, c'est toujours l'émotion qui est le moteur de la mise en mouvement de la personne humaine, que ce soit dans ses pensées, ou que ce soit physiquement, ou que ce soit dans sa vie, mais ça va toujours être effectivement ce doute. Alors là, je vais commencer à systématiser. Et cette systématisation est peut-être effectivement ce que nous appelons plutôt de la réflexion que de la pensée, en tout cas dans une acception plus moderne. Cette réflexion, elle va s'organiser de la même manière. C'est-à-dire, je vais dire, bon, je ne comprends pas, je ne connais pas cette information. Comment est-ce que je peux la valider? Et puis, j'ai plusieurs méthodes, dont une que nous connaissons bien et qui est de dire, si je ne peux pas valider la véracité, l'exactitude, si je ne peux pas démontrer, si je ne peux pas prouver cette information qui me vient, alors je vais considérer qu'elle n'est pas assurée, je vais la mettre de côté. Et je ne vais pas l'employer, je ne vais pas l'utiliser et je me réserve d'aller vérifier son exactitude ou non. Or là, je suis en train de développer un processus qui est bien un processus de réflexion. Par parenthèse, le mot réflexion dans le langage moderne, il est marrant parce que on emploie presque le même mot, enfin un mot qui se prononce de la même manière pour, sous certaines formes c'est la même, pour mettre en mouvement sa pensée d'une manière organisée, méthodologique, et en même temps offrir à l'autre le reflet de ce qu'il est en train de faire. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prend le monde à l'intérieur de soi, on ne le comprend pas et on se dit, mais attends, comment je vais le prendre? Par quel bout je vais le prendre? Ça, c'est le doute rationnel. Je vais commencer à, de manière méthodologique, m'efforcer, prendre soin, organiser mon doute pour vérifier par rapport à ça, démontrer en quoi ça peut être logique ou non, etc., etc. Et puis, cela va évidemment s'appuyer, d'ailleurs je l'ai déjà évoqué dans le propos que je tenais, hein, vérifier si c'est possible ou si c'est pas possible, vérifier si c'est reproductible ou pas reproductible, et là je suis dans l'autre doute. Je ne sais pas ce que ça fait, alors pour voir ce que ça fait, eh ben, je vais essayer. Et je vais faire des expérimentations. Je vais le mettre en situation, observer comment ça agit, et à partir de là, je vais boucler en permanence entre les expériences que je suis en train de faire et la systématisation théorique, la conceptualisation que je peux en faire. Or, pour moi, la différence entre la pensée et la réflexion, c'est exactement ça, cette mise en œuvre méthodologique à travers les trois manières de douter qui vont se parler l'une à l'autre, qui vont se conjuguer comme toujours dans la personne humaine, qui vont concourir les unes, chacune va concourir à alimenter les deux autres, un coup avec de la curiosité, un coup avec une belle démonstration, on va se dire ça c'est logique, ça c'est bien fichu, ça c'est bien structuré, et puis un coup en se disant mais attends, et si j'essaie de le mettre comme ça, qu'est-ce que ça donne? Et voilà comment en fait tout ça va nous amener à définir, à intégrer en nous-mêmes, hein, à harmoniser en nous-mêmes, comme nous le disons dans notre technique, dans notre jargon, cette nouvelle information qui au départ nous avait ému, c'est-à-dire stimulé quelque part. Hein, elle nous a aiguillonné, elle nous a poussé, elle nous a dit tu ne peux pas rester là, il faut que tu passes à autre chose là. Alors vas-y, mets-toi en mouvement. Et cette harmonisation, une fois faite, bah, ça va intégrer la base de données, entre guillemets, c'est une image un petit peu banale dans le monde d'aujourd'hui, la base de données personnelles, et à ce moment-là, elle va pouvoir être systématiquement référencée, à chaque fois que c'est possible, par tous les moyens, des trois manières, pour me permettre à moi de revenir vers le monde et de rééquilibrer mon rapport au monde, alors qu'au départ, j'étais dans quelque chose qui était inconnu. Donc voilà un petit peu, on pourrait dire que la réflexion, c'est de la pensée organisée, structurée, mais de manière méthodologique. Et que la pensée, c'est simplement une espèce de porte ouverte, en tout cas dans le langage d'aujourd'hui, pour laisser le monde venir et me laisser aller dans le monde, hein, peut-être en tout cas en termes de qualité de la relation. D'accord. J'ai mis mon son? Oui. Tu as parlé du doute. Tu n'as pas dit ce qui pourrait se passer quand ce doute, justement, devient infranchissable. Tu vois que vraiment, là, je n'arrive pas à dépasser ce doute émotionnel. Là, il y a peut-être autre chose qui se met en place. Alors là, nous savons qu'il y a effectivement un problème, c'est que
lorsque le doute émotionnel ne parvient pas, nous ne parvenons pas à le dépasser, parce que dépasser le doute émotionnel, c'est une question, c'est beaucoup une question d'apprentissage. Le doute émotionnel, on pourrait dire, je parle sous le contrôle de toutes les personnes qui sont là, et je veux dire en discussion, pas tellement une question de contrôle, mais plutôt de discussion avec tout le monde, mais le doute émotionnel est donc quelque chose qui va se présenter à nous de manière spontanée, en positif ou en négatif d'ailleurs. Hein. Je vois quelque chose là-bas, je ne sais pas ce que c'est, et je peux soit me dire ah, méfie-toi, c'est peut-être dangereux, hein, je vais douter et je vais avoir peur, ou bien je vais dire oh, c'est marrant, je vais aller voir. Et là, je vais au contraire être attiré par ça. En revanche, nous savons bien que lorsque le doute émotionnel prend le dessus, et oui, attends, j'arrive, il dit dépêche-toi, dépêche-toi. Lorsque le doute émotionnel prend le dessus dans les interactions, hein, dans la relation, il va, dans beaucoup de cas, se produire un certain nombre de phénomènes qui sont perturbateurs hein, de la qualité de la relation. Et ça veut dire que ça va c'est un peu comme si ce que nous savons, hein, la légitimité de nos points de vue, hein, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, un point de vue finalement, c'est ça, c'est ce point de rencontre entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Et au point de rencontre entre ces deux phénomènes, entre ces deux champs, se trouve le point de vue que je développe. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un m'envoie une information qui m'alimente, qui m'apporte quelque chose que je ne connaissais pas, mon point de vue va bouger naturellement. Hein, et donc, ma manière de me comporter aussi. Lorsque je suis dans l'incapacité durable de synthétiser ça en moi, eh bien, ce doute émotionnel, il va produire de ma part un certain nombre de réactions, un certain nombre d'interventions qui sont problématiques parce qu'elles alimentent évidemment tout ce qui va produire à terme la conflictualité, même si ce n'est pas directement. Ok, merci Jésus. Alors, il y a Jean-Louis qui a dit « Attends, j'arrive ». Donc, du coup, je ne savais pas si ça voulait dire « Je m'attends que j'arrive » ou « Attends, j'arrive, j'ai quelque chose à rajouter ». Ben, Jean-Louis, voilà, si tu veux rajouter quelque chose, c'est maintenant. On ne t'entend pas, il faut que tu mettes le… Je disais, bonjour à tous, je disais cela à Valérie qui avait fait une réflexion en disant oui, mais enfin, bon, ça s'applique pas vraiment, ou pas même pas du tout d'ailleurs, elle a dit, pas du tout, aux considérations philosophiques, aux questions philosophiques. Bah si, en fait. Alors, pas forcément pour les raisons que Jérôme évoque, parce qu'il dit des questions philosophiques ont souvent, par exemple, pas tout le temps. Donc, elle aurait raison. Elle aurait raison, pas toujours. Eh bien, si, évidemment que cette manière de procéder par rapport au questionnement philosophique, c'est quoi la philosophie? C'est quoi une représentation? Par exemple, quand on parle de philosophie, on parle d'une représentation du sens de la vie, par exemple. Est-ce que, au regard du sens de la vie, on peut considérer qu'une méthodologie peut s'appliquer? C'est ça la vraie question. Par exemple, on voit que l'Église, là, elle a eu une réponse tout récemment par rapport aux problématiques qui ont été créées par les prêtres qui ont fait des abus sexuels sur des enfants. Elle a eu une réponse financière en disant on va réparer les conséquences, etc. Donc là, ça donnerait plutôt raison à Jérôme qui dirait finalement, toutes les considérations philosophiques ont des conséquences très matérielles et des aspects très matériels. Mais moi, je dirais, ça c'est la mesquinerie chrétienne, mais la mesquinerie de la religion elle-même, parce que ce n'est pas seulement la chrétienté qui disait ça. Jésus m'avait bien rattrapé en me disant « tu sais, il n'y a pas que les religions qui ont des pratiques comme celle-là ». Donc, bref, si je pense que, et ça peut se démontrer, que toutes les approches qui peuvent être créées par l'esprit peuvent être résolues aussi par l'esprit. D'abord, la première question qu'on pourrait se poser, là j'en reviens à une manière, une approche rationnelle qui peut dire la question que je me pose, est-elle une bonne question? Est-ce que je peux valider la pertinence de cette question? Ma pensée peut-elle me permettre de revenir sur elle-même? Parce que je me pose une question. Et bien sûr que je peux me laisser embarquer par cette pensée
Et je peux continuer et puis me faire croire que je réfléchis, alors que je ne fais que creuser la question sans avoir eu de retour de questionnement. Des questions comme celle-là, par exemple, l'univers a-t-il eu un début? Vaste question. Mais et si la question était fausse? C'est-à-dire que si la question était déjà inductrice d'une réponse, ce qui est le cas quand je dis l'univers a-t-il eu un début? Alors, nécessairement, je dois répondre par oui ou par non. Mais la réalité peut être que il y a pas la question du début ne se pose pas, puisque ça n'a jamais commencé. Et que ce n'est pas propre de dire l'univers n'a pas eu de début, puisqu'en fait, la question est mal posée. Donc, c'est bien de ce genre de choses qu'il y a déjà la pensée. À quoi sert-elle? Moi, je dirais que ma réflexion, elle peut porter sur l'intérêt d'avoir une pensée et de construire la pensée. Et pour ça, je voudrais recommencer mon propos et je voudrais d'abord remercier Jésus d'avoir initié cette réflexion sur le doute, parce que penser, évidemment, comme le disait Descartes et puis d'autres avant lui, mais Descartes mieux que tout autre, penser, c'est douter. Et parce que si on ne doute pas, eh bien on croit. Alors, oui, croire, c'est une forme de pensée. Eh bien, ça s'appelle une pensée limitante. Et ça, c'est une réponse par rapport aux aspects qu'on appelle de spiritualité. Ce sont des pensées limitantes. Alors, on me dit, mais tu te rends compte, une pensée limitante qui m'ouvre des perspectives sur le paradis éternel, tu appelles ça limitant? Ben oui, mais ce n'est pas gênant. Je ne dis pas que les pensées limitantes sont des pensées gênantes, toujours. Parfois, elles le sont. Alors, c'est pour ça que je reviens toujours à dire, ça sert à quoi? Donc, penser, c'est douter. Mais ça va ouvrir à quoi? C'est-à-dire, quel est le mécanisme qui me permet de passer de la pensée à la pensée qui doute et de la pensée qui doute à la pensée qui réfléchit? Parce que réfléchir, c'est penser, évidemment. Évidemment, c'est quoi la pensée? C'est l'utilisation de son potentiel cérébral. Alors, je ne vais pas vous faire un truc sur le fait qu'il faut savoir comment fonctionne le cortex, le limbique et tous les aspects des neuronaux et toutes les interconnexions neuronales. Il y a plein de gens qui nous gavent avec des discours sur les neurosciences qui ne tiennent pas la route. Parce qu'à chaque fois, on n'en est qu'au début sur les recherches et la compréhension sur le fonctionnement du cerveau. Il y a eu plein de théories foireuses, dont j'ai d'ailleurs moi-même été l'un des porteurs, parce qu'avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, avec le côté rationnel, le côté etc., ça a bien séduit beaucoup de monde pour dire comment fonctionne la pensée. Mais je veux voir que pour tout un chacun, savoir comment on pense, c'est déjà réfléchir en conscience. C'est-à-dire qu'il y a un élément fort de la pensée qui s'observe, c'est la pensée qui est consciente. Et à partir de là, il y a une possibilité que l'on aille vers la réflexion. Parce que ce n'est pas acquis. Ce n'est pas parce que je pense et que je suis conscient de mon état de pensée que je réfléchis. Souvent, je l'ai dit, Annie l'a rappelé tout à l'heure, quand j'avais terminé l'émission précédente, j'avais dit, ouais, tout le monde ne réfléchit pas. Et bien sûr que très souvent, quand je faisais des formations, je disais que j'allais emmener les gens sur un terrain où ils avaient été très peu nombreux à prospecter, à intervenir et à agir. C'était celui de réfléchir. Comment on fait pour réfléchir? Alors, j'aime bien parce que Jésus il a commencé à bien montrer tout à l'heure que réfléchir, c'est une image en fait, c'est assez métaphorique. C'est un mot qui est évocateur d'une situation. Vous vous mettez devant un miroir et le miroir vous retourne une image. Mais vous avez entendu ce que je viens de dire?
Non, vous n'avez pas vraiment entendu. Le miroir vous retourne une image. C'est-à-dire qu'il inverse l'image. Il a bossé pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, le miroir réfléchit notre image et nous montre comment, dans le traitement de l'information, nous devrions procéder pour commencer à réfléchir. La magie de la réflexion, c'est de commencer par intervenir sur une idée que nous avons en tête et de l'inverser, de la mettre en perspective. Réfléchir, c'est mettre en perspective quelque chose. C'est quand même assez extraordinaire de procéder par réflexion. Regardez tout ce qu'on peut faire. On peut augmenter une situation, par exemple, pour bien comprendre la situation, pour résoudre un problème. Parce que pourquoi réfléchit-on? Pourquoi pense-t-on? Pourquoi passe-t-on du temps à penser? Quand on regarde le penseur de Rodin, on se dit, il pensait à quoi? Alors, tout le monde se dit, oui, mais moi, je vais te dire à quoi il pensait à la mort. Alors, moi, je ne pense pas, hein. Je pense qu'il ne pensait pas. Et puis maintenant, faites-moi la différence. Alors, il y a toujours des grands philosophes qui disent, oui, mais c'est évocateur de la gravité de la situation. Mais le mec, il s'en foutait peut-être, il s'était mis comme ça, de manière croisée, parce qu'il y avait un truc qui lui ratait le nez. Et puis Rodin, il a dit, purée, ça, c'était une bonne posture. Ça va faire une belle sculpture. Il a pensé ça, l'auteur. Mais le gars qui a donné le modèle, il pensait peut-être pas, il avait peut-être rien dans le crâne. Hein. C'est possible. Donc, penser, c'est quelque chose que l'on attribue. Par exemple, quand je prête à quelqu'un une intention, je lui prête une pensée. Et qui est celle-là ou pas. Alors, j'aime bien aussi l'évocation de ce que disait Jésus tout à l'heure par rapport à ça. Vous trouvez peut-être que mon propos est touffu, mais vous allez voir, ça va se clarifier. Le type qui est en train de se promener dans la rue, je l'ai fait ça moi-même. J'ai regardé des gens dans la rue et je suis allé les voir en leur disant ce qu'ils pensaient. J'en ai sidéré plus d'un. Hein. Et j'ai même, à distance, comme ça, engager des paris en regardant des gens assis à une table et de pouvoir dire de quoi ils parlaient. En étant pourtant suffisamment loin pour ne pas pouvoir entendre. Et de pouvoir dire aussi quelle était la connivence qu'il y avait entre les personnes. Alors, c'est quoi? C'est des jeux. Hein. C'est des jeux entre, comme le disait Descartes, entre l'intuition et la déduction. Et puis, les hypothèses. C'est vrai que quand vous regardez deux personnes qui sont en train de discuter entre elles, vous pouvez déjà deviner à peu près, selon le comportement, ce qu'elles sont en train de se dire, quels sont les sujets. Ils ne sont pas très importants, très variés, les sujets. Hein, on pourrait les dénombrer. Je vous passe l'épisode de pouvoir dénombrer la liste, de faire la liste, mais c'est tout à fait possible. C'est une méthode qui, d'ailleurs, est très cartésienne hein, pour pouvoir arriver à ce travail-là. Je vous dirai tout à l'heure la méthode de Descartes. Mais voilà, comment on peut se dire que la pensée est quelque chose qui finalement est très superficiel. Ce n'est pas quelque chose qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quelque chose qui est très profond. Alors, je vous dirais, pour définir ce que c'est que la pensée, mais mon propos va se clarifier, je vais tout classer. Penser, c'est un processus naturel qui évoque en fait plusieurs types d'activités. Il peut y avoir une pensée affective, une pensée analogique, une pensée analytique. Donc, on pourrait se dire, tiens, voilà quelqu'un qui a une pensée rationnelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il réfléchit. Non, il a des mécanismes de pensée qui sont le résultat de son éducation, de son héritage, de sa manière d'aborder les sujets. Mais il n'y a pas une intentionnalité, il n'y a pas une dynamique volontaire dans ce processus. Hein, il peut y avoir, comme je vous le disais, une dominante émotionnelle, expérientielle ou rationnelle. Et là, on y raccroche les doutes, qui sont des processus liés à la pensée. Parce que le doute, le premier doute qui existe, c'est celui de la peur, c'est celui de la crainte, c'est celui de l'appréhension. C'est quelque chose de naturel et qui alimente la pensée. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose de supérieur dans le fait de douter. Regardez,
Regardez, si vous passez un petit moment à regarder un chat en train d'attendre sa proie, ben, il doute, il est attentif, il ne bondit pas à n'importe quel moment. Il fait son petit calcul. Donc, il serait presque, il n'est pas émotionnel, le garçon, là. Il serait presque rationnel, ou en tout cas, on pourrait dire intuitif, mais compte tenu de la patience qu'il a parfois, quand je les regarde, là, j'en ai autour de moi, des chats dans les champs, ils sont patients, hein. Et puis, quand ils attrapent la taupe, elle n'avait pas de raison de sortir le nez, hein. Il a bien attendu et calculé son coup. Donc, il faut bien croire que cette pensée est élaborée. Peut-on lui dire qu'il a une réflexion? On serait tenté de le dire. Mais je vous dirais que réfléchir, c'est plus élaboré que cela. C'est d'abord un processus volontaire et que, je dirais, associé à la conscience. Je suis conscient que je suis en train de réfléchir. Ce qui conduit à des expériences mentales, en fait, qui procèdent à des manipulations d'idées. Comme ça, que j'inverse, que je me dis, ah, celle-là, je l'ai vue comme ça, ben maintenant, je vais la revoir autrement. Je vais l'inverser, je vais diminuer l'intensité ou je vais en rajouter. Tout ça, c'est des expériences de la pensée. C'est des expériences abstraites. C'est la réflexion. Alors, je pourrais dire, Jésus avait lancé le mot tout à l'heure, pour dire, il y a des fonctions similaires qui sont de l'ordre de cogiter, gamberger, hein, considérer, contempler, ça c'est penser. Douter, redouter, craindre, méditer. Méditer, c'est vraiment quelque chose où on va laisser passer sa pensée comme ça, et non pas pour réfléchir, parce que réfléchir, ça empêche de méditer. Hein? Méditer, c'est réussir à créer un silence en soi, c'est-à-dire un contrôle de la pensée, mais un contrôle qui n'est pas de l'ordre de la réflexion, parce que la réflexion, c'est une intensité active. Donc, c'est spéculer, c'est chercher à comprendre, réfléchir. Réfléchir, c'est chercher à anticiper. Vous entendez, chercher, c'est intervenir en fait sur sa pensée. C'est se défaire vraiment de ses préjugés, de ses croyances, de ses certitudes, de ses convictions. C'est pas seulement avoir une petite réflexion. C'est vraiment intervenir sur tout ce qui entoure et parfois masque l'essentiel de la réalité. C'est pouvoir venir à quelque chose qui est la réalité. Quand je regarde mon visage dans un miroir, je sais qu'il est inversé. Et ça, si je ne le sais pas, c'est que je ne sais pas utiliser ma pensée pour réfléchir. Et il y en a combien qui ne savent pas utiliser leur pensée pour réfléchir? Donc, ce que je vous dirais, c'est que dans la méthode de la pensée, il y a une linéarité qu'il n'y a pas dans la réflexion. La réflexion, c'est un approfondissement, un travail d'inversion, d'intensité, de confrontation mentale. Alors, sur le coup, c'est vrai, quand j'ai fait une petite recherche sur le fait est-ce qu'il y avait beaucoup d'auteurs sur le thème de la réflexion. Ben, j'en ai pas trouvé. En fait, il y a quelques titres, mais ce n'est pas vraiment de la réflexion, c'est de la pensée. Il y a sur Amazon, hein, j'ai cherché sur Amazon ou sur d'autres librairies, ben, je n'ai pas trouvé des titres. Par contre, des titres d'ouvrages sur les penseurs de l'Antiquité, beaucoup. Sur des titres d'ouvrages avec le mot « pensée », « pensée » de Marc Aurèle. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire lisez-le quand même si c'est dépassé par beaucoup d'endroits, ça vaut le coup de s'arrêter sur les pensées de Marc Aurèle. Blaise Pascal, je ne vous le recommande pas, hein. C'est vraiment le philosophe immature. Mais quand même, il avait ce titre de pensée, mais ce n'est pas lui qui l'a eu, parce que c'est une compilation de textes, hein, de Blaise Pascal. Alors, il y avait quand même Denis Diderot, deux titres avec le mot pensée, les pensées philosophiques et les pensées sur l'interprétation de la nature. Et je terminerai, même si je n'ai pas beaucoup d'affection pour lui, je terminerai par Charles Péguy,
qui a écrit des pensées, lui aussi. Et regardez bien, c'est comme les pensées, les maximes, c'est-à-dire c'est des choses comme ça que l'on dit vite, que l'on raconte juste pour toucher. En fait, dans la pensée, il y a juste l'esquisse parfois d'une réflexion rationnelle, mais c'est surtout un travail qui vise à toucher l'émotion. Hein, c'est principalement quelque chose qui dit, bon, maintenant que je t'ai touché, alors corrige ton comportement. Les pensées, c'est ça. Les pensées, c'est pour toucher les personnes. La réflexion, c'est fait pour alimenter une instruction, alimenter une force dans la compréhension de la relation à soi ou au monde. Mais la première relation qui existe, c'est quand même la relation à soi. Alors, je me suis engagé tout à l'heure, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de vous, à vous dire quelles sont les principales règles de la méthode de Descartes. Bon, vous les trouvez. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on les trouve facilement sur Internet. Mais je vais vous les donner à ma manière, si vous voulez bien, parce que je pense qu'elle est vachement plus performante que celle des autres, évidemment. Donc, il y a quatre grandes règles qui se déclinent, mais 4 grandes règles. La première, c'est la vigilance. Alors, évidemment, vous ne trouverez pas ce mot-là chez les autres, parce que les autres, ils parlent d'évidence. Mais en réalité, Descartes, il parle le langage de son époque. Et il dit, attention, il y a des évidences qui ne sont pas évidentes. Fais attention à tes préjugés. Donc, la première règle que Descartes adopte, c'est la vigilance. Vous entendez, dans vigilance, il y a déjà le doute qui est là, qui est présent et qui attire l'attention sur le fait que ne te laisse pas tromper par les choses que tu vois. Descartes, c'était un habitué à mettre des bâtons dans l'eau pour pouvoir regarder s'ils étaient courbés ou pas. Non, mais il ne faisait pas ça, mais quand même, il prenait cette métaphore pour dire que, regarde, tu vois, ce que tu vois de la réalité, ce n'est pas la réalité. Donc, ne te laisse pas tromper par ça. La deuxième règle, après avoir été vigilant et s'être dépouillé des préjugés, d'être attentif à ce qui peut faire la réalité, eh bien, c'est de pouvoir nommer, de pouvoir identifier, ce qui fait l'essentiel de ce qu'on observe. C'est-à-dire, c'est un travail de décomposition, d'identification de chaque élément. Donc, nommer chaque élément. Après, dans l'élaboration de la pensée de Descartes, qui va progressivement aller vers une innovation, c'est celle d'amorcer la réflexion. Descartes, pour moi, ne réfléchit pas vraiment. Il élabore une démarche qui va vers la réflexion. Et c'est innovateur, c'est formidable. On est au début du XVIIe siècle, hein. Donc c'est quand même quelque chose. On a avancé depuis. La troisième méthode, c'est la classification. On classe par ordre de complexité, c'est-à-dire qu'on regarde les éléments les plus simples pour aller vers les éléments les plus complexes. Si vous regardez, vous qui êtes médiateur professionnel ou en cours de formation pour être médiateur professionnel, vous voyez bien qu'il y a vraiment ce travail qui est très lié à la méthode de Descartes, où l'on passe des choses les plus simples. Souvenez-vous, quand vous êtes arrivé dans la formation, on vous a dit ce qui dégrade la relation, c'est 3 choses. Et puis après, vous avez dit, oh, mais attends, il y en a vachement plus. Oui, mais au début, on vous a dit, il y a 3 choses. C'est pour partir du plus simple. C'est vrai, ce qui dégrade une relation avec soi-même ou avec les autres, dans la manière de penser, dans la manière de réfléchir, appliqué à soi. Ce qui dégrade une relation, la relation avec moi-même, c'est quoi? C'est le fait que je me juge, que je me critique, que je m'insulte. Putain, quel con! Ça, c'est du poison mis en soi. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit, j'ai bien raison de me traiter comme ça, parce que là, j'ai fait une erreur et c'est impardonnable. Mais si, je ne mets pas le pardon là où il ne devrait pas être, ni l'absence de pardon, ça n'a rien à voir. La maladresse, elle est en soi, en première occupante. Donc, la pensée est là
qui nous fait dire attention à ce que tu penses, attention aussi à la manière dont tu te traites. Donc, il faut avoir des éléments simples et pouvoir réfléchir après de manière un peu plus complexe. Ensuite, la quatrième étape de la méthode de Descartes, c'est travailler en synthèse. Travailler en synthèse, en exhaustivité. C'est-à-dire pouvoir avoir l'ensemble, avoir une vue d'ensemble d'une situation, avoir une vue d'ensemble de ce qui fait l'humain, de ce qui fait la situation. Alors, Descartes, il n'a pas vraiment pensé, lui, par rapport au regard sur notre humanité. Il n'a pas pensé en termes d'ingénierie relationnelle. Annie commençait comme ça tout à l'heure en disant la mise en œuvre de l'ingénierie relationnelle que j'ai définie. Mais Descartes, il n'a pas du tout pensé dans ces termes-là. Lui, il a pensé pour pouvoir apporter quelque chose de certain dans les sciences. Il n'a pas du tout pensé qu'en fait, son travail allait pouvoir initier autre chose. C'est le fait que l'individu peut penser par lui-même. Qu'à partir du moment où il dit « je pense, donc je suis », qu'il dit « voilà une méthode pour penser », pour approcher la réalité, il peut aussi avoir une méthode pour pouvoir se regarder soi-même. Alors peut-être qu'il y a pensé, parce que dans une de ses parties, dans une de ses méditations, je me souviens qu'il avait dit « attention, vous n'êtes pas invité forcément à venir sur le chemin que j'ai ouvert ». Il a été prudent là-dessus en disant « attention, c'est peut-être pas fait pour tout le monde ça ». Parce que ça risque de bousculer les neurones, enfin il ne parlait pas comme ça, mais ça risque de bousculer quand même pas mal les choses, les représentations dans la tête des gens. Donc voilà la différence entre penser et réfléchir. Alors ce que je vous propose, c'est de voir aussi qu'il y avait un auteur. Il y avait un auteur que je voulais citer impérativement pour pouvoir illustrer d'une manière différente la méthode de la pensée. C'est Edwin Abbott. C'est l'auteur d'un bouquin qui s'appelait Flatland. Alors, il a fait découvrir, en fait, dans ce bouquin-là, un petit bouquin sympa, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bon, il n'est peut-être pas si sympa à lire que ça, et c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il commence par raconter la vie dans un monde de platitude, Flatland, le monde plat. C'est-à-dire, là-dedans, dans ce monde-là, il faut imaginer qu'il y a des carrés, des rectangles, des triangles, des cercles. Le carré s'appelle square. Hein. Et donc, bon, ce n'est pas une grande innovation dans le genre, mais voilà. Donc, et ce carré-là, qui est conscient, parce que c'est un monde plat, mais quand même, il y a un phénomène de conscience, parce qu'il faut qu'il les fasse interagir entre eux. Et il y a un roi, il y a toute une organisation, un souverain, et il y a un commandement, etc. Donc, un jour, il y a une discussion entre le carré et son frangin, parce que le carré vient de voir quelque chose, un phénomène absolument incroyable. Il vient de voir un phénomène qui démontre qu'il y aurait une dimension supérieure à celle du monde plat. Il voit l'existence d'une sphère, parce qu'il y a une continuité dans un cercle. Et cette continuité dans un cercle, ça ne peut pas être un cercle. Donc, il dit, il y a une dimension supérieure. Et quand il va raconter ça dans la cité de Flatland, alors inutile de vous dire qu'il va mettre le bordel, hein, parce que l'autorité souveraine, eh ben, elle capote. Donc, c'est terrible pour le roi du coin, pour le souverain, de pouvoir se dire, mais en fait, je ne suis pas l'autorité supérieure, je n'ai pas toutes les dimensions, et d'ailleurs, je n'ai pas toutes les connaissances, ce qui est insupportable. Regardez aujourd'hui, quand on a des gens qui pensent qu'ils ont toutes les connaissances pour nous imposer des vaccins et des trucs comme ça. Donc, ils pensent qu'ils ont toutes les connaissances. Eh bien, dans Flatland, ils pensent aussi qu'il y a toutes les connaissances de supériorité pour pouvoir gouverner. Et là, soudain, il y a quelqu'un qui dit « ben non, figure-toi que ça ne se passe pas comme ça ». Vous savez ce qu'il devient? Il est jeté dans un hôpital psychiatrique. Bon, parce que dans Flatland, il y avait même un HP. C'est quand même formidable, hein. Bon, mais ils auraient pu le passer à la guillotine, mais la guillotine, il n'avait pas de tête. Donc, un carré sans tête. Donc, ça fait ça. C'est toujours intéressant de voir qu'il peut y avoir des transformations de la pensée.
Et pour qu'il y ait une transformation de la pensée, c'est vrai. Il faut que soi-même, de soi-même, nous fassions des découvertes. Et que ces découvertes, elles peuvent venir de l'extérieur, elles peuvent être suggérées, proposées, incitées. Mais il faut qu'il y ait ce truc qui nous fasse dire « Waouh, ça, c'est j'ai fait une découverte, j'ai compris quelque chose, c'est nouveau. Et ma pensée évolue par rapport à ça. J'ai une progression. » Alors, l'allégorie de Flatland, hein, je vous invite à la voir. Quand même, bon, elle date de 1884, la pensée n'était pas nouvelle, mais elle illustrait d'une autre manière le cheminement que Descartes proposait, c'est-à-dire d'avoir une démarche, une méthode. Alors, je vais vous dire, pour conclure mon propos, par rapport à cette démarche-là, que nous, médiateurs professionnels, nous proposons aux personnes de faire un travail sur leur pensée pour structurer leur pensée et utiliser leur réflexion. Alors, comment nous y prenons-nous ? Je vais vous le dire. C'est simple. J'ai identifié, comme vous le savez d'habitude, 3 techniques. Hein, je fais dès que je me dis il y en a une, ben, il doit bien y en avoir 2, puis après il doit y en avoir une 3e, et puis au bout de la 3e, j'arrête, parce qu'après, on passe du plus simple au plus complexe, et c'est pour un autre épisode. La pensée, la méthode, pardon, la plus simple pour pouvoir intervenir sur la pensée de quelqu'un, c'est-à-dire sur votre pensée, vous-même, c'est d'utiliser le raisonnement aporétique. Vous savez, ce raisonnement qui me fait dire ce que je gagne, ce que je perds, ce que je gagnerai, ce que je perdrai. C'est ce raisonnement-là que je peux m'appliquer à moi-même dans plein de circonstances et que je peux appliquer aux autres pour les aider déjà à bousculer leur représentation et à faire une découverte, peut-être. Ce n'est pas forcément suffisant. Il y a le processus que vous connaissez, le processus discursif, qui est une discussion et qui fait que je peux intégrer beaucoup d'éléments extérieurs dans ma discussion. Parce que plus j'intègre des éléments extérieurs, plus j'alimente ma pensée, plus je la diversifie, plus je l'enrichis. Donc, le processus discursif qui est proposé comme méthodologie dans les entretiens individuels, en fait, je peux vous dire, demandez tout récemment comment je peux progresser moi-même. C'est en appliquant ce processus discursif qui peut être posé sur les croyances, les convictions, les certitudes, qui sont des instruments de la pensée limitante. Je vous renvoie aux vidéos qu'on avait faites au symposium avec Jésus Rubio, avec Stéphane Serrac et moi-même, où il y a sur médiateur.tv, où il y a marqué les séquences du doute, hein, les séquences du doute sur le symposium. Vous pouvez retrouver ça, symposium de 2021. Et le 3e, je viens de le dire, en fait, c'est le travail sur les 3 C, c'est-à-dire les convictions, les croyances et les certitudes, qui sont les vraies pensées limitantes. C'est une manière différente de se dire « je vais penser positivement ». Moi, je ne crois pas qu'on puisse suffisamment être performant pour une pensée positive. Les pensées positives peuvent être des pensées limitantes autant que les pensées négatives. Et là-dessus, il y en a beaucoup. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de voir l'instrumentation de la médiation professionnelle comme étant une pratique d'ingénierie qui peut s'appliquer à soi-même pour structurer sa propre pensée. Mais en tout cas, sachez que quand vous apprenez, vous, médiateur professionnel, à intervenir sur la pensée, c'est pour aider les personnes à se sortir de leur manière habituelle de rester dans des espaces confinés mentalement. Je ne parlerai pas du confinement autre que celui-ci. C'est un confinement mental. C'est ça, c'est avec ça qu'il faut rompre. Et il y a des techniques. Les techniques, c'est restituer du sens à une personne, travailler sur le sens que les choses ont. Et pratiquer le langage attributif, c'est plus on bosse sur cette réflexion, sur cette recherche sur la pensée,
et la réflexion, ben, mieux on affine notre travail sur la restitution de sens. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris. C'est quoi restituer le sens? Alors, je l'ai dit, hein, quand une personne pense, par exemple, en interprétation, en propos jugeant, et lui restituer un fait, voilà une manière de restructurer sa pensée. Et voilà une manière de commencer à la mettre sur la piste de la réflexion. Et quand on fait ce travail global de restitution de sens, qui par exemple va d'un prêt d'intention que j'évoquais tout à l'heure, restituer en termes de ressenti, hein, lorsque je pourrais me dire, ben, voilà, celui-ci, il a voulu m'agresser. Et puis en réalité, je dis, ben, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous vous sentez mal, que vous n'avez pas su vous affirmer. Là, je restitue du sens et j'aide la personne à restructurer sa pensée. Et je l'amène sur un terrain de la réflexivité. Et la technique phare, et je terminerai là-dessus, c'est celle de l'haltérocentrage. L'haltérocentrage qui permet d'abord au médiateur, à l'accompagnateur, de pouvoir aider la personne à réfléchir d'une manière plus globale, hein, que ce soit sur ce qu'on appelle les trois axes, les trois schémas de la manière d'aborder une réalité. Hein. Je reçois de l'information, je traite de l'information et j'émets de l'information. L'haltérocentrage permet aux personnes de réfléchir. C'est ça le but. Et vous voyez bien que quand vous pratiquez bien l'haltérocentrage, vous avez vu ce moment de silence qu'il peut y avoir chez les personnes qui sont en train de réfléchir, parce que peut-être pour la première fois de leur existence, elles sont en train de réfléchir. Merci Jean-Louis. Alors, je suis désolée, j'ai plus de… Ma webcam vient de m'abandonner. Vous m'entendez? Oui. Ok, super. Donc, merci Jean-Louis et puis merci Jésus. Donc, ce que vous avez dit, je ne vais pas reprendre toutes les références philosophiques, mais ce que vous avez dit d'abord, c'est que penser, c'est une activité cérébrale qui est commune au genre humain, même si elle n'est pas spécifique à l'humanité, que quand on est dans le mode pensée, il n'y a pas de conscience active, que les pensées en fait défilent dans notre tête sans qu'on ait forcément une prise dessus. C'est-à-dire que naturellement, donc en dehors d'un apprentissage spécifique, il n'y a pas une volonté de penser ce que nous pensons. On peut dire aussi que le processus de pensée s'appuie et s'articule sur et autour nos convictions, nos certitudes et nos croyances. Et quand une information déroutante nous arrive, elle crée un doute. Et là, il y a deux issues possibles qui étaient aussi évoquées par Jésus. Soit ce doute est infranchissable parce qu'il est émotionnel, et là, nous tombons dans le fatalisme fonctionnel avec lequel nous allons pouvoir justifier le fait de ne pas pouvoir dépasser cette limite. Ou alors, nous dépassons ce doute et nous allons chercher des ressources en nous ou à l'extérieur. Et là, va se mettre en place consciemment le processus de la réflexion. Alors, ce processus de la réflexion, qui peut aussi se comprendre au regard des structures et interactions en communication avec le modèle SIC, on ne réfléchit pas tous de la même façon, chacun a une prédominance dans sa réflexion, qu'il n'a pas choisi d'ailleurs, hein, et ça, il faut le préciser. Et puis, donc, réfléchir, c'est questionner ses pensées, c'est déranger, bousculer ses certitudes, ses croyances et ses convictions. Et réfléchir, c'est sur un sujet précis, c'est ordonner ses pensées, c'est faire des hypothèses dans cet objectif précis, puis c'est faire un choix rationnel. Et quand le médiateur professionnel accompagne des personnes dans la résolution des conflits ou dans un accompagnement quel qu'il soit, c'est ce travail en fait qu'il fait avec les personnes, c'est-à-dire qu'il va les accompagner dans une réflexion qui va d'abord leur permettre de se distancier d'une dynamique émotionnelle perturbante, et ça va leur permettre de prendre des décisions éclairées. Donc, c'est ce que tu disais, Jean-Louis, c'est faire réfléchir les personnes pour les amener à structurer leurs pensées. Voilà, je pense avoir repris les éléments essentiels de ce qui a pu se dire là. J'espère que vous avez pris des notes, mais heureusement, comme d'habitude, il y a le replay. Et donc, il est 24, non mais on est vraiment au top. Peut-être, Jérôme, qu'il y a une actualité. J'ai vu que tu as passé un appel à contribution
sur le workplace pour la prochaine émission que tu animes. Alors, je te remercie, Annie. Alors, avant de partir sur la prochaine émission, moi, en vous écoutant les uns les autres, je me faisais la réflexion. Descartes disait « je pense donc je suis ». Si on avait à le dire aujourd'hui, peut-être qu'on dirait « je réfléchis donc j'existe, pardon ». Peut-être que déjà il pensait au fait de réfléchir quand il disait penser, mais si aujourd'hui on le retraduit, ce serait peut-être ça. Et c'est très intéressant parce que le thème de la semaine prochaine, ça va être la phase d'après. C'est-à-dire que il y a le doute, il y a les croyances, il y a un choix qu'on a à faire. Et bien la semaine prochaine, on va voir comment choisir. Parce qu'après avoir réfléchi, pensé, on va voir ce qu'on en fait. À quoi ça aboutit, cette réflexion? Quels choix peut-on faire et comment peut-on les faire? Donc, ce sera la thématique de la semaine prochaine. Et si vous avez envie d'intervenir sur cette thématique, évidemment, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Alors, peut-être parce que vous avez fait de l'accompagnement à la prise de décision avec un client à vous, ou tout simplement parce que, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, le raisonnement aporétique est déjà une réflexion et que pour entrer en médiation, on utilise le raisonnement aporétique dans l'entretien de motivation. Donc, c'est déjà un premier accompagnement à la prise de décision et permettre aux personnes de faire un choix. Et comment choisir? Donc, je vous invite la semaine prochaine à 12h30 pour l'hebdo de la médiation avec la thématique « Comment choisir ?» Et vous, comment choisissez-vous? OK. Est-ce qu'il y a… oui, Alors, tu voulais Jean-Louis, dire quelque chose? Ouais, Jean-Louis, il voulait parler d'une actualité. Alors, tu l'as déjà Non, un peu évoqué. non, non. Alors, je voudrais juste te dire que tu as fait ta traduction de la pensée de Descartes. Moi, je me dis que je pense donc je suis, c'est je suis conscient donc je m'affirme. Et le seul fait de pouvoir dire je m'affirme, c'est que je suis conscient. Et réciproquement. Donc, j'aime bien l'idée d'état de conscience qui n'était pas dite comme ça, parce que ce n'était pas l'habitude du vocabulaire de l'époque. Et donc, ni l'affirmation de soi, parce que l'affirmation de soi, il encore fallait-il identifier que l'individu existait en tant que lui-même. Ça, c'était l'exploit de Descartes. Hein, et j'ai toujours dit, il a ouvert la voie à la reconnaissance des droits humains, des droits de l'homme. Enfin, que je dis droits humains parce qu'il a un petit peu oublié les droits de la femme dans la Révolution, mais des droits humains. Donc, oui, tout à l'heure, j'ai évoqué dans le cours de l'émission cette actualité qui, pour moi, est très problématique de l'utilisation du mot médiation par l'Église catholique dans les démarches qu'elle veut entreprendre de réparation des personnes qui ont été agressées par des prêtres en exercice. Ou des hommes d'église, d'ailleurs, des prêtres ou je sais pas, des évêques, etc. Bon. Je regarde d'une manière distanciée cette affaire-là parce que je me dis que c'est vrai que ça se crée dans l'environnement de l'Église, mais ça serait tout autre regroupement religieux. Il y aurait des appels à la dissolution de ce regroupement religieux. Hein, tout autre. Hein. Je dis, alors, si par exemple, on avait des révélations comme ça qui concernaient l'islam ou les pratiques musulmanes, alors là, il y aurait déjà des gens qui seraient accrochés au minaret. Hein. Donc, ça pose quand même un grave problème sur la laïcité de notre République, de notre démocratie. Parce que ça dépasse largement la problématique de l'Église, et je suis désolé pour les personnes qui ont été agressées par les gens d'Église. Je ne suis pas en train de faire une généralisation en disant que tous les gens d'Église sont similaires. Je constate simplement que c'est un foyer suffisamment productif et de ce genre d'agression pour qu'on ait pu le constater dans le monde entier. Et ça, c'est quand même très grave. Moi, je pense qu'en tant que médiateur au travers des idées, je crois qu'il est important que chacun puisse être reconnu dans ses croyances. Mais la reconnaissance dans ses croyances, il faut savoir que toutes les croyances évoluent
et que les croyances de l'Égypte antique, les croyances de la Grèce et de la Rome antique ont disparu. Hein, celle des Celtes aussi, etc., même s'il y a quelques balbutiements et des gens qui voudraient bien réanimer les druides. Mais il faut prendre en considération que ces croyances-là vont disparaître. Les religions, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme, le protestantisme, l'islam, tout ça, ça va disparaître. Et même le judaïsme, hein, toutes ces religions, ça va évoluer. Donc, il est important qu'on prenne bien ça en considération. Il y a quelque chose qui ne disparaîtra pas, c'est l'usage de la raison. Ça ne disparaîtra qu'avec l'humanité. Hein, ou peut-être que même d'autres espèces s'approprieront la démarche pour être plus en phase avec la réalité. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter, enrayer ces processus de croyance qui permettent à des gens de trouver du sens dans l'existence. Par contre, je dis que la question vraiment se pose déjà d'où l'argent va venir, qui va permettre de réparer ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. L'argent va venir de la richesse des diocèses. Hein. C'est quand même très problématique parce que ça va venir de la poche des gens qui ont donné de l'argent pour que vive ce patrimoine culturel. Et au contraire, ça va être pour payer des exactions et payer des actions criminelles. Donc ça, c'est quand même très problématique. Donc la seule réparation réelle qu'il pourrait y avoir, ça serait la dissolution de cette organisation sectaire qui a favorisé la mise en place d'approches criminelles. Donc moi, je pose la question. Est-ce qu'en réalité, dans une république, dans une démocratie, on peut accepter qu'une justice soit faite de droit divin, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, par l'Église elle-même, alors qu'elle dit, voilà, on va faire une réparation comme le ferait la justice des hommes. Donc, ça, c'est très problématique, cette interprétation. Donc moi, je dis qu'il faut quand même poser la question de la dissolution de l'Église. Bon, eh bien voilà, ça sera donc le sujet de réflexion. Et en attendant, on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ou est-ce que j'ai anticipé le départ, Jérôme? Non, moi je m'adapte. Hein. Merci à tous de votre présence et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Abonnez-vous à Mediator.tv et cliquez sur la cloche pour être prévenu de nos nouvelles diffusions, de vos vidéos en direct ou en replay. Le programme des 4 prochaines émissions est disponible sur l'officiel de la médiation dans l'onglet webinaire. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux avec tous vos amis. Vous pouvez télécharger l'application La Médiation Professionnelle sur le Play Store ou l'App Store. Si vous avez besoin d'un médecin, vous allez sur Doctolib. Et bien, si vous avez besoin d'un médiateur professionnel, vous allez sur allomediateur.com.